Vous pouvez également aller sur notre site internet www.upr.fr pour adhérer à notre mouvement. C'est très important pour nous aider. Vous pouvez également faire un don qui nous aidera pour notre campagne aux européennes. Passons maintenant à la dernière question de ce direct. Bonsoir Monsieur Asselineau. Le Brexit, est-ce que ça existe vraiment? J'ai cru que Theresa May elle-même n'y croyait plus. Alors, pour rebondir sur ce que vous avez dit juste avant, je voudrais rappeler qu'effectivement, il faut aller s'abonner sur notre chaîne YouTube qui a pulvérisé des records d'abonnement. C'est très simple, c'est gratuit. Vous allez sur la chaîne YouTube, vous allez à la rubrique « À propos », et là, vous avez une petite cloche, vous cliquez dessus et vous êtes abonné. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on met en ligne une nouvelle vidéo, vous serez averti. On est aux alentours bientôt de 82 ou 83 000 abonnés. On a une très très forte croissance depuis environ un mois et demi, avec d'ailleurs corrélé avec le mouvement des Gilets jaunes. Une autre croissance très forte que nous avons eue, c'est nos adhésions, puisque au cours des 50 jours écoulés, on a eu une moyenne d'environ 14,3 adhérents par jour, en très forte croissance par rapport à la période antérieure. Et d'ailleurs, au cours des 15 derniers jours, disons des 3 dernières semaines, on était plutôt aux alentours de 22 à 25 adhésions par jour. C'est tout à fait considérable. Je vous remercie, toutes celles et tous ceux qui ont adhéré, de l'avoir fait. Et je vous demande à toutes celles et tous ceux qui sont là en ce moment derrière leur ordinateur et qui apprécient ce que nous faisons à l'UPR, pas seulement moi, mais tous ceux qui font marcher l'UPR, eh bien, je leur demande de réfléchir en conscience et d'adhérer. Si vous voulez bénéficier de la déduction fiscale dès l'année 2019 sur vos revenus 2018, vous avez jusqu'au 31 décembre minuit pour adhérer par télépaiement, et uniquement par télépaiement. Pour le reste, si c'est par chèque, ça sera déjà sur l'année 2020 sur vos revenus 2019. Mais par télépaiement, vous avez jusqu'au 31 décembre. Alors, le Brexit. Le Brexit est reparti un petit peu au fond de l'actualité. Il y a eu une espèce d'emballement il y a quelques jours, il y a à peu près un peu moins d'une semaine, au moment où justement Madame Theresa May a présenté le projet d'accord aux communes. Et finalement, comme vous le savez, au dernier moment, elle ne l'a pas présenté parce qu'elle avait dû faire ses comptes et elle a dû se rendre compte que ça ne passerait pas et qu'elle n'aurait jamais la majorité pour cet accord. Vous savez, enfin, c'est comme on est en fin d'émission et qu'on a commencé très tard et que là on déborde. Moi, j'ai tout mon temps, mais je ne veux pas retenir les gens trop longtemps. Vous savez que le problème qu'il y a au Royaume-Uni, c'est un problème assez compliqué que la France n'aurait pas d'ailleurs. C'est le problème de l'Irlande du Nord, puisque le territoire du Royaume-Uni, c'est la Grande-Bretagne, l'île de Grande-Bretagne, comme on l'appelle, qui comporte l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse, plus un morceau de l'île de l'Irlande, qui s'appelle l'Irlande du Nord. Bon. Or, le reste de l'Irlande est une république indépendante depuis 1911, je crois, et la République d'Irlande du Sud, d'Irlande, elle est catholique, alors que l'Irlande du Nord est, du côté de Belfast, est peuplée de protestants. Et donc, il y a eu tout au long des années 60, 70 du XXe siècle des véritables guerres civiles, que tout ça avait mené aux accords de Belfast, qui ont permis de faire cesser en fait la guerre entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Mais l'une des conditions essentielles, c'était la suppression de toute frontière entre les deux Irlandes. Pas de frontières terrestres en matière de capitaux, de marchandises ou de services. Alors c'était évidemment rendu facile par le fait que l'Irlande et le Royaume-Uni appartenaient à l'Union européenne. Le fait que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne a donc posé un problème. C'est-à-dire qu'en théorie, il faudrait rétablir une frontière terrestre pour contrôler les personnes, les marchandises et les services entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Sauf que ça serait contrevenir aux accords de Belfast et ça risquerait de mettre le feu aux poudres à de nouveaux conflits. Voilà. Donc en fait, les Britanniques tournent autour de ce problème depuis 2 ans et tournent également autour d'un autre problème dont j'ai déjà parlé, c'est que Mme Theresa May elle-même, à l'origine, était contre le Brexit et que donc on a le sentiment, en tout cas le procès d'intention lui a été fait constamment, qu'elle ne se battait pas avec toute l'ardeur dont elle aurait dû faire preuve vis-à-vis des autorités bruxelloises.
Madame Theresa May, qui a peut-être tendance à écouter la City londonienne ou certains grands chefs d'entreprise britanniques, a peut-être eu tendance à ne pas se battre toujours comme il le faudrait. Ça fait partie en tout cas de certains griefs que lui reprochent ceux que l'on appelle les hard Brexiters, c'est-à-dire les gens qui veulent un Brexit hard, c'est-à-dire sans concession. Aujourd'hui, on en est où? On en est au fait que le Brexit l'accord de Mme Theresa May va être représenté aux alentours, je crois, du 11 janvier. Entre-temps, Mme May a essayé d'obtenir des miettes de la part de Bruxelles, mais Bruxelles n'a l'air pas mécontente de ne pas faciliter la tâche à Theresa May, parce que ce que cherchent les européistes qui ont très très peur du Brexit. Ils ont très très peur du Brexit, ils ont très peur que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne 2 ans après, qu'on voit que le Royaume-Uni est beaucoup plus prospère qu'auparavant. Évidemment, ça serait terrible pour les européistes. Donc ils veulent tout faire pour faire croire que c'est très très dur, que c'est la catastrophe, et ci et ça. Moi, j'ai rencontré dans la rue, lorsque j'ai fait mes conférences, des gens qui honnêtement me disaient « Ah, j'aime bien ce que vous dites, mais quand même, le Brexit, ça se passe très très mal. Les Britanniques s'en veulent terriblement d'avoir voté. » Mais j'ai dit « Mais non, ça c'est ce que vous disent les grands médias. Refaisons un référendum et puis on verra. Et c'est pas du tout certain. Et puis, vous savez, il y a 4% de taux de chômage au Royaume-Uni, quand en France, on en a 10% pour les seuls chômeurs de catégorie A. Donc, vous savez, ils n'ont pas spécialement envie d'être en France, les Britanniques. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Première hypothèse, l'accord, qu'il soit ou non amendé par d'ultimes concessions de dernière minute par la Commission européenne, est voté par la Chambre des communes le 11 janvier. Je crois que c'est le 11 ou le 15, je crois que c'est le 11. Et à ce moment-là, on a le Brexit mou, c'est-à-dire que il y aura comment dirais-je, le Royaume-Uni se trouvera par l'intermédiaire de l'Irlande du Nord. Le Royaume-Uni se trouvera dans l'union douanière européenne sans avoir la possibilité d'infléchir, si tant est qu'un pays peut infléchir la Commission européenne. Ça, c'est ce que disent les partisans qui disent voilà, le Royaume-Uni va être obligé d'appliquer les règles qu'il n'aura pas définies, mais en fait, les États ne participent quasiment pas à ça. En attendant, ça met en colère les Brexiters qui disent ben oui, mais alors on va rester dans l'union douanière. À quoi Madame Theresa May, si j'ai bien compris, dit mais non, c'est simplement une période de transition. À quoi les Brexiters disent oui, mais il n'y a pas de date limite à la période de transition. Bon. En attendant, même si cet accord est validé, même si le Royaume-Uni reste dans l'union douanière pendant une période de transition, il n'en demeure pas moins qu'il y aura quand même des changements au Royaume-Uni. Faut pas faire comme si ça n'existait pas. Sortir de l'Union européenne par l'accord de Madame May, c'est un accord effectivement qui n'est pas extraordinaire du point de vue britannique, mais qui est largement dû à la problématique nord-irlandaise dont je parlais à l'instant. Mais sortir comme l'accord de Theresa May, c'est pas non plus de la gnognotte. Ça veut dire que désormais, il y aura plus de loi européenne qui s'imposera au Royaume-Uni, sauf pour l'union douanière. Ça veut dire que les Britanniques récupèrent leur souveraineté. Ils peuvent avoir la politique étrangère, la politique fiscale, la politique budgétaire, la politique agricole, la politique industrielle, la politique culturelle de leur choix. Ça veut dire aussi qu'ils ne vont plus continuer à donner 10, 12 milliards d'euros par an à la Commission européenne. C'est quand même pas rien, tout ça. Tout ça, c'est quand même pas rien. Alors ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que l'accord soit rejeté. Alors, si l'accord est rejeté, il y a deux sous-possibilités. Enfin, il y a une première possibilité, c'est que Mme Theresa May quitte de 10 Downing Street, et donc que ce soit un successeur qui arrive à sa place. S'il n'y a pas d'élection générale, qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps, ça devrait être un conservateur. Et un conservateur de quelle obédience? Alors certains disent ça pourrait être M. Rees-Mogg, qui est le chef des hard Brexiters. D'autres disent que non, etc. Là, on est en pleine conjecture. Mais en attendant, si les choses se passent comme ça, il y aura quand même une forte probabilité d'avoir un hard Brexit. C'est-à-dire que
le Royaume-Uni décide bien de sortir comme ça sans accord. Alors on a beaucoup fait miroiter que ce serait l'apocalypse, une espèce de damnation divine, un truc absolument inimaginable. Gardons le calme des vieilles troupes. Oui, il faudra réintroduire un contrôle des marchandises à l'entrée du tunnel sous la Manche. Oui, il va falloir faire ça, mais il peut y avoir une désorganisation pendant quelques jours, pendant quelques semaines, je ne sais pas. Mais j'imagine que nécessité faisant loi, on trouvera quand même assez rapidement un modus vivendi. Bon, c'est une possibilité, le hard Brexit, c'est-à-dire que vraiment le Royaume-Uni vraiment coupe tous les ponts avec l'Union européenne, et donc à ce moment-là qu'il applique la politique commerciale de son choix, les droits de douane de son choix, etc. Ce qui quand même posera un problème, qui est le problème de l'Irlande du Nord, puisque là ils seront bien obligés d'avoir une frontière. Il y a une autre possibilité, mais qui n'a pas l'air d'avoir la faveur des gens, ça serait la possibilité dans l'article 50 qu'on peut prolonger le délai de 2 ans. Donc que Mme Theresa May dise, ben voilà, j'ai pas eu d'accord, est-ce qu'on peut prolonger de 6 mois nos conversations? Juridiquement, ça n'est pas impossible, encore faut-il que les États de l'Europe, de l'Union européenne restants soient d'accord, mais ça n'est pas impossible. Cela étant, ça serait peut-être reculer pour mieux sauter, je ne sais pas. Il y a encore une autre possibilité qui est que ce qu'a dit Mme Theresa May, pas de Brexit du tout, il ne se passe rien. Voilà, et puis on reste comme ça. J'ai un peu du mal à le croire parce que ça ruerait quand même dans les brancards. C'est-à-dire, je pense que les Britanniques seraient tous les 52% de Britanniques qui ont voté pour la sortie ne seraient pas contents. Et puis alors il y a une ultime possibilité qui a été agitée beaucoup, qui est entretenue par des cercles euro-atlantistes, comme on dit pudiquement, et qui est l'idée de faire un deuxième référendum. Monsieur comment s'appelle-t-il, Anthony Blair, le prédécesseur de l'un des prédécesseurs de Madame May, est un ardent partisan de cette théorie du deuxième référendum. J'ai vu la réponse de Mme May que j'ai trouvée quand même très bien. Elle a dit qu'il en était hors de question parce que ce serait introduire une césure définitive et irrémédiable au sein du peuple britannique. Parce que les Britanniques sont quand même un vrai peuple, très démocratique, qui a le sens de la démocratie et qui n'aime pas les référendums de façon générale. Il a très peu recours aux référendums. Et lorsque le peuple britannique s'est prononcé une fois par le référendum, lui dire, comme on a dit aux Norvégiens, comme on a dit aux Danois, etc., ou aux Irlandais, lui dire, mais attendez, vous avez mal voté, on va refaire un deuxième référendum cette fois-ci pour que vous votiez bien, je pense que ça ne passerait pas. En tout cas, c'est l'avis de Mme Theresa May. Et il n'est pas du tout impossible, contrairement à ce que disent des sondages, il n'est pas impossible du tout que dans ces conditions, les Britanniques, leur honneur national ayant été piqué à vif à ce moment-là, vote pour un Brexit à 58% au lieu de 52%, rien que pour dire que il y a leur avis absolument abject de faire revoter un peuple sur le même texte, pas simplement parce qu'on trouve qu'il a mal voté. Accessoirement, je rappelle que la reine d'Angleterre a prononcé le Royal Assent, elle a mis son sceau sur la loi du Brexit à l'été dernier, je l'avais signalé en son temps, et que, a priori, ce que la souveraine a fait, il est quand même très difficile de le défaire. Voilà. Moi, je pense que les deux possibilités les plus probables, c'est soit un accord in extremis sur l'accord de Mme May avec la Commission européenne, soit un hard Brexit. Je pense que ce sont les deux possibilités qui ont le plus de probabilité. J'en profite pour rappeler ici que nous attendons tous avec impatience pour confirmer ou infirmer notre opération les Français de nouveau à Londres, la France libre de nouveau à Londres. Vous savez que j'ai annoncé cette opération. Elle est actuellement préparée à Londres. Nous avons déjà pris des réservations dans une salle qui va pouvoir accueillir du monde, qui est pas loin de la Chambre des communes. Nous avons pris nos marques pour avoir que j'ai des entretiens avec des journalistes, que j'ai des entretiens également avec des responsables politiques britanniques. Surtout que nous serons en pleine période pour les élections européennes en France. Donc ça devrait se tenir le 29 mars. Dès que nous aurons la confirmation que, effectivement, il n'y a pas une prolongation et que la date du 29 mars est vraiment définitivement actée,
à ce moment-là, eh bien, nous vous informerons du programme prévisionnel. Et voilà. Alors ceux qui sont prévoyants peuvent peut-être toujours prendre le pari que le Brexit aura bien lieu le 29 mars et donc prendre leur billet de train, leur billet de bateau, leur billet d'autocar, leur billet d'avion pour venir à Londres. Nous aurons des séries de manifestations. Moi, j'y serai certainement depuis le mercredi soir. Le jeudi, également, j'aurai des entretiens avec des personnalités politiques et avec des journaux. Et puis, c'est le vendredi qu'il y aura. Nous irons certainement sur quelques lieux historiques, notamment de la Seconde Guerre mondiale, la présence de Gaulle à Londres. Et puis, il y aura le soir, pour notamment les 11 coups de minuit, si tout est prévu, si rien ne change d'ici là. C'est aux 11 coups de minuit que nous fêterons tous ensemble dans ce grand hall historique près de la Chambre des communes la sortie du Royaume-Uni. Ça sera vraiment la France, de nouveau la France libre, de nouveau à Londres, mais cette fois-ci en mars 2018. Voilà. Et puis le samedi, on aura également des excursions ou des visites à vous proposer qui seront bien sûr, comme tout le reste, facultatives. Voilà. Je m'aperçois que j'ai beaucoup parlé. Je pense que c'était important, cette reprise de contact. Il y avait beaucoup d'autres questions, mais je crois qu'on a quand même vraiment répondu à celles qui sont venues en plus grand nombre, qui nous sont vraiment arrivées en masse. J'espère avoir répondu clairement. En tout cas, je l'ai répondu vraiment franchement, que je pensais. Et donc, je vous donne rendez-vous à notre prochain entretien d'actualité. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous en prenez. En tout cas, de très bonnes fêtes de Noël et de très bonnes fêtes du jour de l'an, des fêtes de famille. J'en profite aussi pour donner du courage à ceux qui sont dans la solitude, qui sont dans l'affliction, dans la maladie. Je leur souhaite tous mes vœux également d'être en famille. Et puis je voudrais dire aussi à toutes celles et à tous ceux qui se battent pour la France, pour notre dignité collective, pour notre niveau de vie collectif, eh bien de ne pas baisser les bras, qu'ils mettent un gilet jaune ou ne pas mettre un gilet jaune, qu'ils ne se laissent pas entraîner vers des dérives violentes ou des dérives sectaires ou des dérives intolérantes. Ça serait la pire des choses qu'ils pourraient faire. Je sais d'ailleurs que l'écrasante majorité n'est pas comme ça, mais méfiez-vous éventuellement des provocateurs qui peuvent ici ou là venir polluer un mouvement. Et puis, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Toutes celles et tous ceux qui peuvent le faire, emparez-vous du projet de lancement de la procédure de destitution par l'article 68. Prenez contact visuellement, allez voir visuellement votre député. Et si votre député dit non, j'ai déjà répondu, vous dites monsieur le député, vous avez répondu, mais cette réponse n'est pas satisfaisante. Nous sommes 3, 4, 5, 10 à vouloir vous présenter un dossier. Nous vous demandons de répondre à tous les points qui sont dans ce dossier, parce que le devoir d'un député ou d'un sénateur, c'est de représenter le peuple et non pas de ne pas être le larbin du président de la République, parce que ça serait totalement contraire au principe sacro-saint de la République, qui est le principe de la séparation des pouvoirs. Dans une République, les députés et les sénateurs, c'est la représentation nationale, c'est eux qui doivent demander des comptes au chef de l'État et non pas l'inverse. C'est d'ailleurs bien comme ça que ça se passe dans les grandes démocraties du monde qui nous entourent.